C'est pas moi qui ai fait la fermeture hier soir, hein. Voilà. Donc, merci aux organisateurs, aux journées QGIS francophones, pour l'invitation et puis pour cette opportunité de faire ce retour d'expérience. Alors, en quelques mots pour me présenter, donc je m'appelle Jérémy Gardiot, moi je suis géographe, cartographe. Jusqu'il y a peu, jusqu'à la fin du mois de janvier, je suis d'Aix-en-Provence, Marseille. Je travaillais à la Maison des Sciences de l'Homme à Aix avec les archéologues, comme géomaticien, développeur pour la science ouverte en archéologie. C'est un peu le chapeau que j'ai trouvé pour expliquer ce que je faisais parce que ça passait de la gestion de données à du développement de sites web pour valoriser des programmes de recherche, des corpus de données, etc. J'ai accompagné les archéologues sur la mise en conformité de jeux de données, la rédaction des plans de gestion de données, toutes ces choses-là qui sont un peu nouvelles par rapport aux impératifs de sciences ouvertes actuels. Voilà, et techniquement, moi, c'est un peu mes outils de prédilection pour faire vite, c'est QGIS évidemment, PostgreSQL, PostGIS, Python, Django. Voilà. Et en parallèle de ça, depuis plusieurs années, je donne des cours de cartographie à l'Université Paul Valéry à Montpellier, essentiellement un master d'urbanisme, à des étudiants en master d'urbain. Alors, la nuit de la solidarité, de quoi il s'agit? Je ne sais pas s'il y a des gens parmi vous qui savent ce que c'est que la nuit de la solidarité. Ouais. Je ne sais pas si ça a eu lieu à Grenoble, visiblement non. Alors, la nuit de la solidarité, c'est une opération citoyenne, c'est un dispositif qui a lieu dans plusieurs villes françaises, qui est réalisé sur une base volontaire, il n'y a pas d'obligation, c'est les collectivités qui décident de lancer ça ou pas sur leur territoire. Il s'agit d'une enquête qui est menée sur un temps limité, en général sur une soirée de 21h à minuit, dont l'objectif c'est d'aller à la rencontre des personnes sans abri ou en situation de rue, et d'échanger avec elles afin de mieux comprendre leur situation, leur trajectoire ou leurs besoins d'accès aux droits, d'accès aux soins, d'accès aux services, etc. Donc la Nuit de la Solidarité, c'est né à Paris en 2018. La première édition a eu lieu en 2018. Depuis, ça a essaimé dans une trentaine de villes. Aujourd'hui, elle est portée par la DIAL, la délégation interministérielle à l'hébergement et à l'accès au logement. À Montpellier, la spécificité de l'organisation de la Nuit de la Solidarité à Montpellier, c'est que c'était piloté en même temps par la métropole, MMM, Montpellier Métropole, Montpellier Méditerranée Métropole, et par une équipe scientifique qui est à la MSH Sud, à la Maison des Sciences Humaines de Montpellier. Donc en termes d'organisation, la Nuit de la Solidarité, c'est cette enquête qui dure quelques heures sur une soirée en général, avec une série d'équipes de bénévoles, beaucoup de bénévoles, plusieurs centaines, qui sont coordonnés donc sous forme d'équipe, qui enquêtent sur un secteur défini, qui sont rattachés à un quartier général, un QG, qui leur permet donc c'est là qu'on leur donne rendez-vous le soir, c'est là qu'on leur donne les cartes d'enquête dont je vais vous parler, c'est là qu'ils se retrouvent, etc. Donc en 2022, donc c'était donc pour l'année 2022, donc en 2021. La MSH Sud, avec les étudiants, nous a demandé de travailler, avec les étudiants de Master d'Urba, donc il nous a demandé de travailler sur la réalisation de quelques cartes de soutien à l'enquête. C'était un peu un premier prototype de carto qui était très imparfait, mais qui a permis sur l'année suivante d'avoir une commande, une vraie commande, qui du coup m'a été dirigée directement. La métropole et la MSH m'ont demandé de réaliser un atlas systématique de tous les secteurs à enquêter, pour avoir des cartes qui soient vraiment toutes les mêmes, en tirant les enseignements des erreurs qu'il y avait eu l'année passée. Voilà. Et c'est ça que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc l'objectif des cartes, bien sûr, c'est de situer le secteur, de reconnaître les principaux éléments géographiques du secteur qu'on va parcourir. Mais ça donne aussi, l'objet, c'est aussi d'avoir des indices sur la possibilité de rencontre de personnes sans abri. Donc c'est un peu un premier élément d'exploration, donc avec des points d'intérêt qui sont localisés sur la carte. Par exemple, les lieux de solidarité, les points d'eau potable, les toilettes publiques, des choses comme ça, qui sont localisées sur la carte. Donc, ce que je vous propose, c'est de faire une description générale de ces cartes, des différents éléments qui les composent. Ensuite, de revenir sur quelques pré-traitements qui ont été nécessaires.
Et enfin, de détailler les éléments qui constituent la carte, comment j'ai réalisé, avec quelle fonctionnalité. Alors, on reviendra sur ça un peu plus en détail, avant de terminer sur des questions d'exportation, d'enregistrement de fichiers. Donc voilà à quoi ressemble une carte de terrain de la Nuit de la Solidarité. Donc c'est des cartes qui sont au format A4, pour être facilement manipulées, qui ont été plastifiées. Au total, on a 135 cartes, un peu moins de secteurs, parce qu'il y a des secteurs qui apparaissent sur 2 cartes. C'est des secteurs qui sont dérivés des IRIS, les îlots regroupés pour l'information statistique de l'INSEE, que sûrement une très grande partie d'entre vous connaissent. On est parti des IRIS et puis on a parfois sous-divisé, je vais en parler dans un instant. Donc les cartes sont soit en paysage, comme ce secteur-là, en portrait. Ça dépend de l'orientation du secteur, pour occuper le plus possible l'espace de la fenêtre carte principale. Cette carte principale, il y a donc un fond de carte que vous voyez là qui inclut la voirie, le bâti, l'occupation du sol, les noms des principaux axes. En surimposition, on a des points d'intérêt qu'on voit peut-être un peu mieux ici. Donc en bleu, ici on a un QG, donc le QG du secteur. C'est rare que ça tombe dans ce secteur, puisqu'il y a un QG pour un grand nombre de secteurs, puisqu'on avait 11 QG pour 130 secteurs. Je ne sais plus exactement le nombre de secteurs, mais voilà. Voilà, ensuite il y a les éléments principaux dans la fenêtre carte, une échelle, une flèche nord, etc. Le titre, c'est le nom du secteur. Et puis on a une petite carte de localisation sur le côté qui reprend reprend un fond de carte stylé différemment, mais issu des mêmes données, en noir et blanc, qui est centré sur le secteur enquêté, qu'on voit en polygone. Alors c'est pas très clair parce qu'on a en surimposition, on a le polygone et le point du QG sur le petit cartouche de localisation. Parfois, là, c'est la même chose, mais on est proche. Parfois, le QG n'apparaît pas. Cette carte-là, elle est toujours à la même échelle. Je vous en parlerai aussi dans un instant. Ensuite, on a un cartouche de légende avec une fiche d'information. La légende, elle est générale. C'est pas une légende adaptative comme ça pourrait être le cas avec un principe d'Atlas, c'est-à-dire qu'elle pourrait n'afficher que les éléments qui sont présents sur ce secteur-là. En fait, j'ai décidé d'afficher systématiquement tous les éléments pour garder la même mise en page. On a sur l'ensemble des cartes tous les éléments qui sont présents dans la légende. Ça permet voilà, d'éviter les décalages. Et sur la fiche d'information, on a donc le nom du secteur, le code qui est le code INSEE de l'IRIS source, parce que on va voir dans un instant qu'ils ont été redécoupés, mais on garde le code de l'INSEE, le code de l'IRIS de référence, pardon. La superficie du secteur et la longueur totale de voirie présente à l'intérieur du secteur pour avoir une indication C'est très indicatif, c'est imparfait, mais ça donne une idée de potentiellement tout le chemin à parcourir. Voilà, on a des secteurs sur lesquels il y a beaucoup plus de points d'intérêt, comme ici le secteur comédie, où on est en plein centre de Montpellier, pour ceux qui connaissent, avec des espaces verts, avec des points de... Alors là, je pensais qu'on aurait plus, par exemple, de points d'eau, on ne le voit pas. Voilà. Bon. Alors, en termes de pré-traitement, je voulais surtout vous parler de cette histoire de redécoupe des secteurs IRIS. Le problème, c'est que l'année passée, on avait utilisé directement les IRIS, et ça présentait 2 problèmes. D'abord, la taille de certains iris qui sont beaucoup trop grands pour les parcourir à pied en 4 heures avec une équipe réduite. Donc, il a fallu, pour ça, redécouper les plus grands secteurs de manière qualitative, c'est-à-dire que on a revu les secteurs un par un avec une connaissance de terrain des personnes de la métropole ou de la MSH. Et ensuite, le deuxième problème, c'était que les limites d'iris passent sur des voies en général. Enfin, quand ça passe sur une voie, c'est pas d'un côté ou de l'autre de la voie, c'est au milieu. Et ça a posé beaucoup de problèmes de compréhension avec des équipes qui ont enquêté en double les 2 côtés de la voie. Donc, il y avait un enjeu qui était de clarifier, de passer les voies à l'intérieur ou à l'extérieur d'un secteur. Donc, pour ça, on a redéfini la géométrie des secteurs en automatisant un petit peu. Je vous ai mis, ça c'est une copie d'écran du petit modèle qui a été utilisé pour automatiser. D'abord, j'ai créé une grande couche masque qui prenait l'ensemble de la métropole, un polygone de masques. Autour des secteurs, par exemple, j'ai pris mon premier secteur, j'ai fait un tampon de 10 mètres, parce qu'en faisant des tests, 10 mètres, c'était la distance optimale pour inclure la plupart de la voirie.
Donc un tampon de 10 mètres autour du premier secteur. J'ai découpé le masque avec ce secteur tamponné et j'ai exporté le résultat de la découpe dans une table secteur validé. Ensuite, j'ai refait la manip, mais avec un polygone qui avait été déjà découpé une première fois, ce qui m'assurait que j'allais pas avoir voilà, deux fois. Donc ça donne des formes des fois avec un peu des queues de tampons avec des choses qui sont pas très évidentes, mais peu importe parce que ça fonctionne sur les rues à parcourir, elles sont clairement dans un secteur ou dans l'autre. Voilà. Alors, sur les éléments de la carte plus en détail, d'abord, ce que je voulais évoquer, c'était l'usage des thèmes de QGIS, de la fonctionnalité des thèmes. Moi, c'est la première fois que je l'utilisais de manière systématique comme ça, et ça m'a permis en fait d'avoir euh, deux thèmes, le thème de la carte principale et le thème du cartouche, avec des sources, un agencement de couches qui change en fonction de. Donc, je ne sais pas si vous utilisez ça. Ça a été vraiment très 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 pratique. Je vous invite à explorer ça pour avoir sur une mise en page deux agencements de couches différentes dans le même projet QGIS. Voilà. Ensuite, le gros morceau, ça a été d'utiliser les fonctionnalités Atlas de QGIS et donc de paramétrer l'Atlas. Enfin, ça n'a pas été si compliqué que ça. Dans l'ensemble, hein, tout ça, il y a rien. C'est ça qui était assez chouette, c'est qu'il n'y a rien d'insurmontable. C'est beaucoup de petites manies pour arriver à quelque chose qui fonctionne bien sur l'export et l'enregistrement de toutes ces cartes-là. Donc, quand on paramètre l'Atlas QGIS, il faut définir, pour ceux qui ne connaissent pas cette fonctionnalité d'Atlas, ça permet de générer, de prendre une couche qui va être ma couche des secteurs, qui a, mettons, 130 secteurs, et puis d'exporter une carte à partir d'un template de mise en page générique, d'exporter une carte par secteur. Donc, il faut définir d'abord la couche cible, la couche de couverture. Les pages ont défini la variable qui nomme la page. Tout est paramétrable, programmable dans la mise en page. Pour le stylage du secteur focus, les secteurs qui sont en fait, il y a un affichage du style, enfin un stylage basé sur des règles. Ça, c'est la règle que j'ai utilisée within geometry, Atlas Geometry égale 1. C'est quand le secteur est le secteur focus de l'Atlas. C'est comme ça que je le définis. Il y a peut-être mieux si vous avez d'autres, voilà. Je suis ouvert aux suggestions là-dessus. C'est-à-dire que tous les autres secteurs sont, ok, tous les autres secteurs sont définis comme étant else et ont d'autres règles de stylage. Le stylage que j'ai choisi d'utiliser, c'est mon secteur central. Il est transparent, le polygone, il a juste un petit contour noir assez fin. Et tous les autres secteurs qui sont pas le centre si je reviens un petit peu en arrière, on le voit assez bien. Vous voyez, là aussi, il y a des secteurs tout autour, mais ils sont stylés en blanc avec 70% d'opacité, 70%, 12%, quelque chose comme ça, d'opacité, donc assez transparent, et ça met en avant le secteur central, et les autres apparaissent comme étant voilà, un espèce de voile autour de la carte centrale. Alors, voilà, donc ça, c'est la fenêtre mise en page avec le paramétrage de l'Atlas dans la colonne de droite avec tous les paramètres dont je viens de vous parler. Et un exemple de la mise en page paysage. Stylage des secteurs. Alors là, sur cette fenêtre-là, ce qu'on voit, c'est les deux mises en page. Et je reviendrai plus tard à quelle étape et comment on fait pour exporter uniquement, identifier, ne faire qu'un seul export c'est-à-dire que là, si vous voulez, ça s'affiche deux fois. J'ai fait deux mises en page différentes, une mise en page paysage, une mise en page portrait. Et à l'export, j'ai une expression qui me permet d'identifier si l'élément principal est plus haut que large ou s'il est plus large que haut, et d'exporter seulement celle qui correspond. Voilà. Je reviens dessus dans un instant. Donc le fond de carte principal, c'est issu du plan IGN, d'un fond de carte de tuile vectorielle plan IGN, qui était à l'époque disponible via geoservice.ign.fr, qui doit maintenant être sur la géoplateforme. J'ai pas encore essayé de convertir ça en version géoplateforme, avec un style qui est le style épuré. Voilà, ce style graphique-là. J'ai fait beaucoup de tests d'affichage avec les étiquettes qui étaient proposées par cette tuile vecteur. J'ai pas eu de résultat satisfaisant. Et j'ai trouvé ça plus facile et plus commode de me baser sur des couches de la BD topo, des couches toponymie ou tronçons de route,
en utilisant uniquement les étiquettes de la couche tronçon de route, pour retravailler le style des étiquettes et rajouter les étiquettes que je voulais avec la bonne densité, etc. Et le positionnement. Ça, c'est l'expression qui permet de définir si l'étiquette s'affiche ou pas sur ma carte. Donc ça, on retrouve l'expression qui indique que si la géométrie de mon étiquette est dans la géométrie du secteur Atlas, elle s'affiche égale 1. La particularité de cette expression-là, c'est que j'ai rajouté un buffer. J'ai dit quand même, affiche des étiquettes un peu plus larges que juste ma géométrie d'Atlas. Affiche-les un peu au bord, parce qu'on a des fois des voies de référence qui sont juste au bord du secteur. Donc à 25 mètres de mon secteur, il y a quand même les étiquettes qui s'affichent. Et ça a été un bon curseur d'affichage qui permettait d'avoir des éléments de contexte. Ça, je l'ai utilisé plusieurs fois sur des éléments de repère. Des fois, on a un QG qui n'est pas exactement dans le secteur. Il s'affiche quand même parce que j'ai mis un buffer pour qu'il s'affiche sur la carte. Donc, voilà. Après, sur les règles d'affichage, donc quand tu allais chercher les couches de la BD topo, il y a énormément de toponymes. C'est un peu un inventaire à la Prévert. J'ai pris l'ensemble des types d'objets dans les toponymes. J'en ai sélectionné seulement ceux qui m'intéressaient. Donc, par exemple, dans toponyme transport, j'ai affiché que les objets dont la valeur du champ nature de l'objet sont les suivants. Dans service et activité, il y en avait encore plus. Voilà. Alors ensuite, il y a la petite fiche d'information dans le cartouche qui est alors le cartouche de localisation, pardon, juste avant ça, le cartouche de localisation qui est aussi qui utilise les mêmes tuiles vectorielles avec un style niveau de gris, avec vraiment là j'ai gardé les étiquettes, mais quelques étiquettes visibles. Voilà. La fiche d'info, vous voyez qu'on peut utiliser du HTML. On fait appel aux variables non iris ou code iris. Il y a une petite manque des guillemets ici. Non, faites comme si vous l'avez pas vu. Des variables code iris, hubname, non iris, du HTML, des expressions avec des mesures. Par exemple, pour calculer la superficie, je fais la moyenne pardon, j'arrondis à un chiffre après la virgule le calcul de superficie. Et pareil sur la longueur de voie. Ensuite, ouais, juste sur l'exportation des cartes finales, ce que je vous disais tout à l'heure, si l'élément central de l'atlas est plus large que haut, il ne faut pas exporter la page 2 qui est en portrait. Ça donne cette expression-là. Et vice-versa sur la deuxième partie. Je fais un petit peu vite. Le nommage des fichiers, défini par une expression également, avec des barres verticales qui permettent de fusionner la valeur de la variable feature number de la classe avec un underscore, avec la variable nom de l'iris mise en minuscule, et dès qu'il y avait un espace dans les noms d'iris, replace avec je remplace tous les espaces par des underscores. C'est ça que ça signifie en fin de ligne. Voilà. Rapidement, le bilan de la nuit de la solidarité. 94% du territoire de Montpellier qui est couvert, 117 secteurs, et puis au final, 267 personnes sans abri qui ont été rencontrées. Bon, c'est des chiffres, c'est un peu du chiffre dropping comme ça. Il y a un bilan très complet sur le site de la MSH Sud si ça vous intéresse. Voilà. Je voulais faire un petit retour critique, mais c'est la fin, donc je n'ai pas de retour critique. Merci beaucoup. Voilà. Je sais pas comment on suit. Merci, Jamy. Je sais pas si. Pendant que tu parles, je vais bien. Allez, vas-y. Donc, merci, Jamy, pour cette présentation avec des expressions et de l'Atlas et surtout un sujet de fond qui est vraiment intéressant. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a la première question de la journée? Oui. Ah, il est là. Il est venu de loin pour poser sa première question. C'est Pierre, c'est ça? Ça va? Super, on travaille ensemble. Chaque année, il vient et il pose plein de questions, c'est génial. Alors, par contre, je veux bien que tu aies ton micro, Pierre, et comme d'hab, alors, même si là, un peu de. Quand vous posez une question, si vous pouvez dire votre nom et d'où vous parlez. Alors, pas géographiquement parlant, mais plutôt votre organisation, etc. Bonjour, Pierre Mécansturm. Je travaille à la communauté urbaine du Grand Reims. Merci pour le sujet que tu viens de présenter, qui était clair, toutes tes explications, je pense. Surtout pour les personnes qui n'ont jamais pratiqué la classe, etc. Ça va leur
permet d'appréhender le problème d'une façon, en montrant que c'est faisable, quoi, et que c'est pas insurmontable. Ma question, est-ce que l'Atlas, il est uniquement numérique ou est-ce qu'il est destiné à être imprimé en papier? Et la question suivante, c'est si c'était uniquement numérique, est-ce que tu n'aurais pas pu aussi réfléchir à quelle était la taille de la page la plus adaptée? Voilà. Ouais. La réponse est dans la photo. Voilà. Ou dans celle-là. Je sais pas si vous voyez. Ouais. C'est une tablette Windows. C'est une tablette Windows avec voilà qui ressemble, elle est top celle-là. C'était destiné d'abord à être imprimé et à être emmené sur le terrain. Il y avait vraiment une fonctionnalité de on prend la carte, d'où voilà. Donc sur les dimensions, bah on s'est pas cassé la tête, c'est du A4 et c'est plastifié et oui voilà, j'ai mis quelques photos d'usage. J'aurais couru après pour les photos, j'aurais dit j'aimerais bien avoir des photos de et c'était chouette parce qu'ils ont fini par m'en envoyer un certain nombre. Voilà. Oui. Est-ce que vous avez le micro? Ouais. Bonjour, Jean-Louis Zimmermann, vous m'entendez? Oui, très bien. Je travaille au sein du département de Refus, mais là c'est plus une interrogation méthodologique. J'ai moi-même une culture en aménagement territoire et urbanisme, et le constat que j'ai d'expérience personnelle, c'est que les personnes qui sont dans la rue ont, on va dire, une notion de quartier qui est totalement en décalage avec le principe du noyage statistique tel qu'a été pensé l'IRIS. Et ça me chagrine de voir qu'en fait, vous êtes parti sur quelque chose qui ne tient pas compte de la tâche urbaine telle qu'on ne sait toujours pas le faire, qui tient compte de l'usage de proximité et sur la notion des lieux de vie, et notamment des pôles de vie. On va en parler de plus en plus. Et de fait, la notion de polarité permet à un moment de considérer les lieux d'attraction, parce que c'est là où ils vont rencontrer le monde, où ils vont être protégés, etc. Et en conséquence, ça serait plus pour moi des isochrones, à la fois de proximité, de commerce. Et à ce moment-là, effectivement, il y en a qui vont être des vrais déserts, parce qu'il y a moins de choses, et d'autres plus. Voilà. C'est juste une question, mais voilà, le processus m'intrigue et ça peut être l'occasion aussi des fois de bousculer des méthodes qui sont des biais statistiques, parce que l'État reste toujours sur les iris, mais à mon sens, ça ne peut être approprié. Ouais. Il y a plusieurs choses. C'est que d'abord, c'était complètement arbitraire le choix des iris. Enfin, moi, ça m'a échappé. C'était quelque chose qui était en amont. De moi, ce que j'en ai compris dans le choix des iris, j'ai l'impression qu'il y avait un aspect presque psychologique parce que c'était connu par les services, parce que la chargée de projet, elle avait une masse de travail monumentale et du coup de pouvoir arriver dire non, mais on fait sur les iris. Je pense qu'il y avait quelque chose qui se jouait comme ça, mais c'est une hypothèse peut-être un peu foireuse de ma part, mais je pense que il y avait quelque chose qui relevait du secteur rassurant parce qu'il est connu, etc. Après, sur l'enquête là, je pense que en fait, on a systématisé, on a couvert enfin, presque toute la ville. Et donc, comme l'objet c'était d'aller à la rencontre des personnes et puis de dire bon, il y avait tant de personnes à tel endroit. Bon, on arrive au final avec une carte bilan qui qui peut questionner méthodologiquement le fait de la présenter comme ça, etc. Mais avec plein de bilans qualitatifs d'informations sur les personnes rencontrées, etc. Qui s'affranchit du spatial et qui a une valeur en soi. C'est-à-dire que de savoir qu'il y a 267 personnes, qu'il y a des profils de couple, de personnes seules, etc. Les personnes, le pourcentage de personnes qui ont fui la rencontre aussi pour une raison ou pour une autre, parce que c'est très difficile. Les limites pour moi de cette enquête-là, et encore une fois, c'est mon avis personnel, mais on fait comme on peut. Les limites, c'est justement cette espèce d'enquête flash, quoi. C'est on va rencontrer quelqu'un et tout de suite le panneau fin, c'est déstabilisant. Et tout de suite, on doit partir, dire bon, merci, au revoir. Sur des publics comme ça, avec des problématiques de confiance, de vie dans la rue, c'est vraiment pas évident. Donc ça a des limites, mais ça a quand même, voilà. Je crois que c'est la fin. Merci beaucoup. Oui, j'ai pas de micro pour reprendre la main. Donc, si jamais vous avez un micro surnuméraire,
comme on dit dans les milieux de gens qui utilisent des mots inutilisés. Je veux bien. Et si également, j'ai pris un peu de temps pour analyser d'où était la source du bruit. Je croyais au début que c'était dans ma tête, mais il y a quand même un bruit de fond énorme sur scène. Et je sais d'où vient mon mal de crâne désormais. Du coup, on enchaîne avec Julien Waddle de Camp to Camp, qui va faire donc retour d'une année d'expérience avec Mergin Maps. Mergin Maps. Ah, Mergin Maps, ça passe. 1 an enfermé avec une application. Ouais, c'est pas facile. Ah, ça ressemble à une vidéo YouTube, quoi. Genre. Ok. Bon, bah écoute, j'ai hâte. C'est sur ton téléphone, du coup ou... Ouais. J'aurais bien mes films démo, mais Ah, pas possible.